Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces de Robert Ier d'Écosse, plus connu sous le nom de Robert Bruce, roi d'Écosse de 1306 à 1329, pour son rôle dans le combat pour l'obtention de l'indépendance face à l'Angleterre. Robert Bruce est depuis longtemps considéré comme un héros national au même titre que son contemporain William Wallace. Il est considéré comme l'un des plus grands monarques écossais de tous les temps. Vous voulez en savoir plus sur Robert Bruce? Venez avec moi. Robert Bruce vient au monde le 11 juillet 1274 au château de Turenberry, dans le Ayrshire, en Écosse. Son père était Robert Bruce, mort en 1304, et sa mère, Marjorie, comtesse de Carrick. Les Bruce étaient les seigneurs d'Andedale depuis les années 1120, et ils prétendaient descendre du comte David, frère cadet de Guillaume Ier d'Écosse, 1165-1214. La famille de Robert Bruce est issue du baronnage anglo-normand, implanté en Écosse depuis le règne de David Ier. Son grand-père, Robert Bruce, est le fils de Robert Bruce, lord d'Annandale, et d'Isabelle, seconde fille de David de Huntington, les frères des rois Malcolm IV et Guillaume Ier d'Écosse. C'est de sa mère qu'il tient ses prétentions au trône d'Écosse, qui lui vaudront lors de la crise de succession écossaise son surnom de compétiteur. Robert Bruce passe une partie de sa jeunesse dans les Hébrides, îles du nord de l'Écosse, et dans Ulster, terre située au nord de l'Irlande. Comme la famille possédait des domaines et des propriétés en Angleterre, il passe également du temps au château de Carlisle et à Londres. En 1292, Robert Bruce hérite du comté de Carrick. Vers 1295, Robert épouse Isabelle de Mar, fille de Donald, comte de Mar, puis en 1202, Isabelle de Burge, fille de Richard de Burge, comte d'Ulster. De son premier mariage, Robert eut une fille, Marjorie, née vers 1295, et en seconde noces, il eut deux filles, Mathilde et Marguerite, et deux fils, David, né en 1324, et Jean, peut-être le jumeau de David, mais il meurt en bas âge. Lorsqu'Alexandre III d'Écosse meurt en 1286, il a pour seul héritier sa petite fille Marguerite, surnommée la pucelle de Norvège. En 1290, les gardiens d'Écosse, qui avaient été nommés pour gouverner le royaume pendant la minorité de la jeune reine et son arrivée de Norvège, ils rédigent le traité de Burgham, un contrat de mariage entre Marguerite et le futur Édouard II, âgé de 5 ans, héritier présomptif du trône d'Angleterre. Le traité, entre autres points, contenait la clause selon laquelle l'enfant né de ce mariage hériterait des couronnes d'Angleterre et d'Écosse. Ce dernier royaume devait être séparé et libre en lui-même sans être soumis au royaume d'Angleterre. L'intention était de maintenir l'Écosse en tant qu'entité indépendante. À la fin du mois d'août 1290, Marguerite se préparait à naviguer vers l'île de Grande-Bretagne, où était déjà en mer. Le navire appartenait à son père, mais il ne l'accompagnait pas. Les hommes les plus éminents de son entourage étaient l'évêque Narve et le baron Thorn Hutchinson. Elle s'embarque vraisemblablement en bonne santé, mais tombe malade au cours de son voyage. Le navire a accosté dans les Orcades, un archipel norvégien au large des côtes écossaises, vers le 23 septembre 1290. Après avoir souffert pendant une semaine d'une intoxication alimentaire, Marguerite meurt entre le 26 et le 29 septembre 1290, laissant le trône vacant. L'Écosse fut plongée dans une crise politique pour éviter la catastrophe d'une guerre ouverte entre les Bruce et les Baillow. Les gardiens et d'autres magnats écossais demandent à Édouard Ier d'intervenir. Les maisons royales d'Angleterre et d'Écosse étaient liées par plusieurs mariages, mais Édouard Ier fait un pas de plus en considérant le roi d'Écosse comme son vassal. Le roi d'Angleterre doit passer en revue une foule de candidats à la succession dans un processus connu sous le nom de Grande Cause. Le roi anglais choisit finalement John Baillow en novembre 1292. Le principal concurrent de Baillow avait été Robert Bruce, le grand-père de son homonyme plus célèbre et futur roi d'Écosse. Les Bruce n'acceptent pas la décision d'Édouard Ier et continuent à faire valoir leurs propres revendications pour le trône. Baillow avait gagné parce qu'il était un descendant encore plus proche du comte David, et plus important pour Édouard Ier, un candidat plus
anglicisé et plus faible et donc plus facile à manipuler. Le règne de John Bailo ne dure que 4 ans, les nobles écossais s'étant lassés de sa soumission à l'autoritaire Édouard Ier et l'augmentation des taxes imposées pour payer la guerre du roi anglais contre la France. À la fin de l'année 1295, un conseil de régence composé de 12 nobles mécontents établit un nouveau gouvernement, peut-être entièrement indépendant de John Bailo. Ce conseil et donc l'Écosse s'allie officiellement à Philippe IV de France en février 1296. Première étape de ce qu'on appelle plus tard la Haute Alliance. Le roi John Bailo renonce officiellement à sa fidélité envers l'Angleterre en avril 1296. Les Bruce ne soutiennent pas cette rébellion contre la suzeraineté d'Édouard Ier. Et Robert Bruce rejoint même les forces anglaises qui attaquent l'Écosse en 1296. La réponse énergique d'Édouard Ier à la Haute Alliance fut d'attaquer l'Écosse à plusieurs reprises, s'emparant des principaux châteaux écossais et inflige une défaite à l'armée écossaise lors de la bataille de Dunbar le 27 avril 1296. 3 barons anglais furent nommés pour gouverner l'Écosse, qui devient de fait une province de l'Angleterre. John Bailo fut déchu de son titre et placé dans la Tour de Londres. Malheureusement pour Édouard Ier, l'Écosse s'avère plus difficile à soumettre qu'il ne l'avait prévu. Presque immédiatement, des rébellions éclatent. La plus réussie fut le soulèvement mené par William Wallace et Andrew de Moray. Les rebelles remportent une célèbre victoire en septembre 1297 à la bataille de Stirling Bridge. Un conseil dirigeant fut établi, composé de Wallace, John Comyn, puis de l'évêque Lamberton. Mais les Bruce ne soutiennent pas ce groupe, d'autant plus que les Comyn étaient des partisans de Bailo, un groupe rival. À ce stade, les Bruce ne semblaient pas soutenir pleinement ni Wallace ni Édouard Ier, mais ils attendaient plutôt de mieux voir l'issue de cette première étape de ce qu'on appellera plus tard la première guerre d'indépendance écossaise. En 1298, cependant, Robert Bruce était clairement du côté écossais et participe à l'attaque du château d'Ayr, tenu par les Anglais. Cependant, en 1302, le mariage de Robert Bruce avec Élisabeth, fille d'un allié d'Édouard Ier, associé à la libération de John Bailo de la Tour de Londres, signifie que Robert Bruce se range à nouveau du côté des Anglais, de peur que les alliés écossais de Bailo ne parviennent à rétablir l'ex-roi sur le trône. Le roi d'Angleterre réagit à la défaite de Stirling Bridge en menant son armée en personne et en remportant une victoire décisive en juillet 1298 lors de la bataille de Falkirk, où 20 000 Écossais furent tués. Édouard Ier envoie alors d'autres armées et en 1305, William Wallace fut capturé et exécuté en tant que traître à Londres. Néanmoins, William Wallace était devenu un héros national et un exemple à suivre pour les autres, notamment Robert Bruce, qui en 1305 commençait à avoir de sérieux doutes quant à son soutien à la couronne anglaise. Il semblait désormais très improbable qu'Édouard Ier le fasse un jour roi d'Écosse. Au cours de l'année suivante, et probablement en grande partie en secret, Robert Bruce commence à s'efforcer de gagner des alliés parmi les principaux barons écossais. En février 1306, les Écossais se rallient à leur nouvelle figure de proue, Robert Bruce, qui dénonce John Bailo comme la marionnette d'Édouard Ier. Le 10 février, Robert Bruce ou ses partisans assassinent John Comyn, son principal rival pour le trône d'Écosse, en le poignardant dans l'église de Grenfjord. Avec l'assurance du soutien des barons écossais du Nord et le soutien douteux des autres, Robert Bruce se lance dans l'aventure et se déclare roi d'Écosse. Robert Bruce fut intronisé à l'abbaye de Scone le 25 mars 1306. La position du roi était cependant précaire. 2 défaites suivent contre une armée anglaise à Medven le 19 juin et contre une armée écossaise dirigée par John MacDougall d'Argyll à Darley le 11 juillet. Robert Bruce fut obligé de fuir sur l'île de Rantlin sur la côte irlandaise. Les Anglais, incapables de mettre la main sur le roi, choisissent de traquer sa famille. 3 des frères de Robert Bruce furent exécutés et sa sœur Marie fut enfermée dans une cage en fer, suspendue au mur du château de Roxburgh. Un sort qu'elle subit pendant 4 ans. Élisabeth, la femme de Robert, fut enfermée dans un manoir. À la mort d'Édouard Ier en juillet 1307, son fils Édouard II lui succède.
Le nouveau roi n'avait pas les talents politiques et militaires de son père et dut faire face à une descente vers l'anarchie politique de son propre royaume qui finit par dégénérer en guerre civile. Cette dégradation de la puissance anglaise laisse à l'Écosse un peu de répit pour se reconstruire, car Édouard Ier avait mis à mal la combativité et la puissance militaire écossaise, qui semblait sur le point de se soumettre. Robert Bruce put retourner en Écosse, où lui et son frère Édouard mènent une guérilla soutenue contre les troupes anglaises et les partisans de Baillo. Au milieu de l'année 1308, Robert Bruce avait écrasé les Comines, pris et rasé leurs principaux châteaux, et s'était emparé d'Underbenden. À l'automne 1309, lors de la bataille de la passe de Brandon, les MacDougall furent également vaincus de manière décisive. Robert Bruce offre alors des trêves à tous les Écossais désireux de le suivre. En conséquence, en mars 1309, un parlement à Saint-Andrew déclare que le peuple écossais soutenait Robert Bruce comme roi. Une ambassade de France déclare également que Robert Bruce était le roi légitime d'Écosse. Cependant, plusieurs châteaux clés restent aux mains des Anglais, notamment Berwick, Roxburgh, Édimbourg et Stirling. Au cours des 4 années suivantes, Robert Bruce entreprend de les récupérer, menant très souvent les attaques en personne. Le fait qu'Édouard II fût préoccupé par ses propres problèmes internes permet à Robert Bruce d'éliminer un à un les châteaux tenus par les Anglais, qui ne reçoivent plus de renforts ou d'argent, tout en les détruisant pour les empêcher de les réutiliser par les Anglais. Le roi d'Écosse effectue également des raids réguliers et lucratifs dans le nord de l'Angleterre. Après une attaque infructueuse en 1311, ce n'est qu'en 1314 qu'Édouard II mène une armée en Écosse. La motivation étant de lever le siège du château de Stirling. Les forces anglaises étaient beaucoup plus nombreuses que celles des Écossais, dirigées par Robert Bruce, 15 à 20 000 contre 10 000 hommes. Mais cet avantage et la mobilité des 2000 cavaliers de Édouard II furent annulés par le choix de Robert Bruce de s'établir près d'un gué étroit et marécageux, comme site de la bataille près du village de Bannockburn. Lorsque les deux armées s'affrontent, les 23 et 24 juin, Édouard II retient ses archers jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le terrain et les piquets écossais disposés en formation hérissée et mobile font le reste. Environ 200 chevaliers anglais furent tués dans cette désastreuse défaite. Le roi d'Angleterre s'en sort de justesse. Robert Bruce avait montré à la fois ses talents de chef et sa bravoure en combat, relevant le défi d'un combat singulier avec Henri de Bohun, dont la tête fut fendue d'un coup puissant de hache de guerre. Après la bataille, le château de Stirling se rend et un immense butin fut prélevé du camp anglais désormais abandonné. L'Écosse avait affirmé son indépendance. Robert Bruce négocie la libération de la reine Élisabeth et de la princesse Marjorie. Il confisque également les terres des seigneurs écossais qui avaient soutenu Édouard II, ce qui lui donna suffisamment de ressources pour récompenser ses partisans et s'assurer de leur loyauté. Les conséquences à long terme de cette politique furent la création de familles presque trop puissantes dans certaines régions, la création d'ennemis parmi les descendants des déshérités et l'appauvrissement de la couronne elle-même, un développement qui nécessite des impôts uniquement pour payer les frais de subsistance du monarque. Berwick fut prise en 1318 et le roi d'Écosse continue ses raids dans le nord de l'Angleterre, capturant presque York en 1319. Après 1314, Robert Bruce était suffisamment en sécurité dans son royaume pour envisager une conquête étrangère. Au cours d'une campagne couvrant 3 hivers, le roi écossais s'empare d'Ulster et installe son frère Édouard sur le trône d'Irlande en 1316. L'armée écossaise avait reçu l'aide des habitants de la région, qui ne demandaient qu'à se débarrasser des barons anglais. Cependant, Édouard Bruce s'avère tout aussi impopulaire et fut tué au combat en 1318. Finalement, les Écossais abandonnent le château de Carrick Fergus et se retirent d'Irlande. Le 6 avril 1320, une lettre fut envoyée au pape Jean XXII pour demander le retrait de l'excommunication de Robert Bruce et du Parlement de l'Écosse sous interdit papal, 2 mesures qui avaient été prises lorsque Robert Bruce avait refusé de signer une trêve avec l'Angleterre en 1317. Le contenu de cette lettre est souvent appelé déclaration d'Obrenhat. Elle affirmait avec audace que l'Écosse était un royaume libre et indépendant et que la couronne anglaise n'y avait aucun droit. Ce document impressionnant, qui est orné des sceaux des 8 comtes et des 38 barons, subsiste encore aujourd'hui.
Robert Bruce, quant à lui, avait toujours une poignée de barons écossais contre lui, et un complot d'assassinat raté fut impitoyablement vengé à la fin de l'année 1320. En 1322, une invasion anglaise sans grande force fut repoussée. En 1323, une trêve de 13 ans fut conclue avec l'Angleterre. Le traité de Corbeil en 1326 établit officiellement une alliance d'assistance mutuelle entre l'Écosse et la France, comprenant une clause selon laquelle une attaque française contre l'Angleterre obligeait l'Écosse à attaquer également son voisin du Sud. L'indépendance de l'Écosse et le droit de Robert Bruce au trône furent reconnus par la couronne anglaise dans le traité d'Édimbourg de 1328. Le traité fut scellé par la remise par Robert Bruce de 20 000 livres sterling et les fiançailles de David, le fils de Robert Bruce, avec Jeanne, sœur du nouveau roi, Édouard III, roi d'Angleterre. La décision du pape en 1329 d'autoriser les monarques écossais à recevoir officiellement une couronne et une onction sacrée lors de leur couronnement augmente un peu plus le prestige et l'autorité de Robert Bruce. Le royaume d'Écosse était pour la première fois sur un pied d'égalité avec les autres monarchies européennes. Robert Bruce meurt le 7 juin 1329 dans son manoir de Cardross, dans le Dunbartonshire. Le roi souffrait d'une maladie depuis 2 ans. Les chroniqueurs médiévaux décrivent la lèpre. Robert Bruce fut enterré à l'abbaye de Dunfermline. Cependant, il souhaitait depuis longtemps partir en croisade en Terre Sainte, et n'y étant jamais parvenu, il demande à James Douglas d'y porter son cœur. Douglas fut tué lors d'une bataille en Espagne, mais la légende veut que le cœur embaumé de Robert Bruce ait été ramené en Écosse et enterré à l'abbaye de Melrose. Son fils succède à Robert Bruce et devint David II d'Écosse. Le nouveau roi n'avait que 5 ans, et ce fut donc l'occasion pour les rivaux de la famille Bruce de tenter de prendre le pouvoir. Édouard Baillot, fils de John Baillot, avait le soutien d'Édouard III et David II fut déposé en 1332, mais parvient à gagner la France avec sa femme à la cour de Philippe VI de Valois. On sait peu de choses sur la vie du roi d'Écosse en France, si ce n'est que Château-Gaillard lui fut donné comme résidence, et qu'il assista à la rencontre sans effusion de sang des armées anglaises et françaises en octobre 1339. Baillot est roi d'Écosse très peu de temps, de 1332 à 1341, car un retournement de situation se produit à la fin de l'année 1341. Les partisans du roi déchu prennent le dessus, permettant à David II de faire son retour à l'âge de 17 ans. Il gouvernera l'Écosse jusqu'en 1371. Pendant ce temps, la réputation de Robert Bruce ne cesse de grandir, car il devient le favori des chroniqueurs médiévaux et le sujet d'un célèbre poème intitulé The Bruce, commandé par le petit-fils du roi, Robert II d'Écosse, 1371-1390. Un siècle plus tard, James III d'Écosse, 1460-1488, portait l'épée de Robert Bruce au combat, et ainsi de suite au fil des siècles, Robert Bruce devenant la figure de la bonne royauté et un héros national. Plus récemment, le roi suscite de nouveau l'intérêt du public, avec d'une part la reconstitution du visage de Robert Bruce à partir de son crâne retrouvé à l'abbaye de Dunfermline. Comme on l'a vu, Robert Bruce succède à John Baillot, mais seulement après une décennie tumultueuse de changements de camp et de victoires et défaites militaires contre les armées anglaises, dirigées par Édouard Ier, roi d'Angleterre, de 1272 à 1307, et celle des barons écossais rivaux. Une grande victoire sur les Anglais à Bannockburn en 1314 renforce la revendication de Robert Bruce en tant que roi légitime d'Écosse. Et son habile diplomatie lui permet de faire reconnaître l'indépendance totale de l'Écosse par le pape et Édouard III, roi d'Angleterre, 1327-1377. Son fils David II d'Écosse lui succède en 1329. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.